Mesdames et messieurs, bienvenue à l'artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusif interview avec l'artiste Eric Katz. Monsieur Katz, bienvenue à l'artiste du jour. Bonjour Sarah, quelle synchronisation, vous voyez, j'ai encore mon manteau sur le dos, j'arrive à la seconde. Bienvenue chez moi, je vous en prie, entrez. Bonjour Eric, pouvez-vous s'il te plaît nous raconter quelques études vous avez suivies pour exercer votre métier comme designer des sculptures lumineuses? Au risque de vous surprendre Sarah, je n'ai suivi aucune étude spécifique, ni en électricité, ni en design, ni en histoire de l'art. J'ai pas fait boule, camendo, Olivier de Serres, rien à voir. En fait, j'ai démarré par un DUG éco-gestion à la faculté Paris-Dauphine, que j'ai abandonné au bout de quelques mois. C'était un peu prétentieux pour ma part de vouloir faire de l'éco et de la gestion, alors que je suis à découvert dès le premier de chaque mois. Et j'ai enchaîné par un BTS publicité que j'ai mené en parallèle avec une licence de psycho à Paris-Dauphine. Donc comme vous voyez, ce ne sont pas mes études universitaires qui étaient prêtes à me conduire au métier de designer de sculpture lumineuse. Dans ce cas, quel était votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit de la luminaire? En fait, j'ai toujours besoin d'avoir une activité cérébrale et manuelle en même temps. J'étais à l'époque chez Christian Dior. Donc j'ai démarré par le vêtement à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme le dit Aznavour dans sa chanson. C'était en 1982, j'ai travaillé avec Marc Ban sur la couture, j'ai fait du prêt-à-porter, et ensuite on m'a mis à l'accessoirisation des défilés, donc le bijou. En parallèle, à 12h30, je me rappelle, je pointais encore chez Dior à l'époque, à 12h30, je quittais Dior pour me rendre rue du Renard, un sandwich à la main, et j'enchaînais dans une agence qui s'appelait Business, qui était l'agence de communication publicitaire de Thierry Ardisson, qui est devenu le célèbre animateur que tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui. Et le soir, j'enchaînais à Europe 1 sur l'émission Barbier de nuit, où on recevait tous les gens du spectacle venus faire la promotion de leur spectacle. Donc j'ai toujours été un hyperactif, j'ai toujours besoin de diversité pour trouver mon équilibre. Moi je suis petit-fils d'antiquaire, et donc mon grand-père m'amenait dans les salles des ventes, les puces, les brocantes. J'ai donc toujours eu une affection particulière pour les objets qui ont quelque chose à raconter, qui ont une histoire, qui ont un vécu. Chez Dior, par le biais du bijou, j'ai découvert le mélange du verre, du chrome, de l'acier. Enfin non, ça c'est pas complètement vrai, ça j'ai découvert plus tard. Mais chez Dior, j'ai surtout découvert l'or et l'argent. Et l'or et l'argent, c'est un petit peu comme le verre et le métal. Il y en a un qui absorbe la lumière, il y en a un autre qui le réfléchit. Du reste, la première entreprise que j'ai créée, qui s'appelait Cat's Eyes Design, était une entreprise de bijouterie fantaisie. Et par l'or et l'argent, en fait, on est sur le clair et l'obscur, le vert, le métal, le masculin, le féminin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu développer en créant Métal d'Alcôve il y a maintenant 25 ans. Vos œuvres se distinguent par l'originalité et l'élégance. Comment parvenez-vous à donner une si forte identité à chacune de votre création? Pour vous répondre, Sarah, je vous propose peut-être de faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire et de vous montrer certaines de mes réalisations qui sont bien évidemment en situation dans mon appartement. Voilà. Par exemple, ici, sur cette lampe-là, qui est d'un style totalement baroque, l'élégance provient bien évidemment des matériaux utilisés. On est sur du bronze, on est sur du verre, on est sur de la pâte de verre. Et ça, vous voyez, c'est un style tout à fait particulier. C'est fait avec un heurtoir de porte qui provient d'un ancien château. Dans un style totalement différent, on retrouve les mêmes matériaux. Ici, encore avec du verre. D'ailleurs, je mets au défi n'importe qui de pouvoir reconnaître qu'il s'agit d'une porte de micro-ondes dont j'ai habillé le centre avec des disques durs d'ordinateur et des petits disques de laiton et de chrome. On va maintenant changer encore un peu d'univers. On va retourner dans le baroque avec, par exemple, cette lampe. Voilà. Où là, on est sur de la céramique. On est sur un modèle qui est début 20e et où une verrerie des années 50 vient complètement casser la ligne. Là, je suis sur un mini-bar, constitué aussi par un plateau que j'ai fait couper aux dimensions. Là, encore un autre élément,
C'est une lampe qui est travaillée comme une sculpture, vous voyez, avec que des disques durs d'ordinateur. Voilà. Là, pareil, on continue d'évoluer un petit peu, dans l'appartement toujours. Venez, suivez-moi. Donc là, on passe par l'entrée. Là, on est dans un style très art nouveau, art déco. Voilà. Et je vais vous en montrer une où vous allez complètement comprendre. En fait, si vous voulez, mon travail consiste à travailler à partir de verreries anciennes et d'associer ces verreries, qui datent des années 20 aux années 80 environ, avec des éléments détournés. Donc, je prends des éléments usuels de notre quotidien, dont je vais complètement sublimer par une nouvelle fonction, un petit peu à la façon de Marcel Duchamp avec son urinoir. Si on prend cette lampe, on a un enjoliveur de 4x4, on a un dessus de cendrier, on a du tubulaire de chrome qui peut tout à fait être de la tringle à rideau, on a des embouts de robinet et on a des opalines des années 50. Voilà. Donc, l'originalité de mon travail et l'élégance provient non seulement des matériaux utilisés, mais de la rencontre d'univers qui proviennent de différentes époques, et bien évidemment, la pièce unique et l'unicité. La vraie élégance, pour moi, c'est l'humain et le temps qu'on lui consacre. Du reste, au jour d'aujourd'hui, je m'insurge un petit peu contre toutes ces marques de luxe comme Chanel, Dior ou Vuitton, qui produisent en série, et on est dans du marketing de masse. On n'est plus dans l'être humain. L'être humain et le vrai luxe et la vraie élégance, c'est bien évidemment une personne, un produit. Voilà. Et il faut que ce produit puisse vivre et évoluer dans un environnement, comme c'est le cas ici, par exemple, dans ma chambre. Voilà. Quelle est votre source d'inspiration? Comme vous avez pu voir, lorsque je vous ai invité à faire le tour de l'appartement, mes créations, au départ, étaient bien différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. J'étais sur des formes très rectilignes, très masculines, anguleuses, et bien évidemment inspirées par les années 20 et 30. Avec le Covid et ce virus meurtrier, comme pour conjurer ce virus, j'ai besoin de plus de douceur, j'ai besoin de plus de rondeur, plus de féminité. Et effectivement, mes créations se sont beaucoup plus arrondies. J'ai glissé progressivement vers les années 50 à 70. J'ai besoin de couleurs, bien évidemment, comme on peut le voir ici avec ce mini-bar. La rondeur, comme avec cette lampe. Donc, les formes sont devenues plus rondes, plus généreuses, et surtout, la couleur a complètement envahi mon univers. Votre création est déjà présentée dans des maisons prestigieuses comme Christie's. Qu'est-ce qui représente pour vous cette reconnaissance internationale? On est aujourd'hui, bien évidemment, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Internet, à l'ère de la mondialisation. Pas étonnant car Rhinocéros n'évolue plus en Gambie ou dans le sud de l'Afrique et se retrouve dans une salle de bain au beau milieu de Paris. Je n'ai pas œuvré pour la mondialisation réellement. Elle est venue à moi naturellement et spontanément avec l'ouverture de tous ces réseaux sociaux. Par contre, il est vrai que ma communication a toujours été orientée à 3 niveaux. On parle de mondialisation, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier l'ethno-marketing. Ça veut donc dire que dans ma communication, j'ai visé la presse régionale avec des supports comme Le Bonbon, comme Anne Paris, comme Montmartre en revue. J'ai visé la presse nationale et la presse déco avec des titres comme Aladdin, Cédéco, Idéat, VSD. Et la presse internationale avec des titres comme La Massat, OVNI, Créative, LV Magazine. Il en est de même au niveau des émissions télé. J'ai eu des chaînes nationales comme TF1, France 5, Direct 8, que des chaînes internationales comme Liberty TV, OTV, TV5. En fait, aujourd'hui, les clients peuvent se trouver aussi bien en bas de chez vous qu'à des milliers de kilomètres. Et donc, bien évidemment, la reconnaissance est internationale. Et pour cela, ça passe, vous avez raison, par les salles de vente, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'art, il est mondial. On donne des ordres d'achat depuis Hong Kong, Singapour, Los Angeles, pour une vente qui va se situer à Paris
Donc, vous avez parlé de Christie's, oui, mais j'ai aussi été vendu à Drouot, j'ai été vendu un peu partout, voilà. Et ce qui est vrai aussi, c'est que au niveau du marché de l'art, la reconnaissance, elle passe par quoi? Elle passe par, premièrement, les salles des ventes, deuxièmement, les galeries, troisièmement, les musées, bien sûr. Vous réussissez à établir un lien entre l'art contemporain et modern design. Comment définissez-vous cette signature artistique qui vous appartient? Mes créations ne font pas que de mélanger les matériaux. Elles mélangent des formes, elles mélangent des styles, elles mélangent des fonctions, elles mélangent des époques. Donc en fait, en redonnant vie à des éléments usuels de notre quotidien et en leur donnant une nouvelle fonction, je vais puiser dans notre passé pour le ramener au XXIe siècle. Et en cela, effectivement, mes objets, comme j'aime à le dire, sont des objets qui sont transgénérationnels. Si je devais donner une définition de mon travail et de ma vision des choses, je dirais que je suis un nostalgique visionnaire. La lumière joue un rôle central de vos œuvres, notamment dans vos lampes objets. Quelle est votre philosophie derrière ce travail autour de la lumière? Plutôt que de parler de lampe-objet, je préfère parler de sculpture lumineuse. Pourquoi? Parce que la valeur esthétique l'emporte largement sur la fonction pratique dans mes créations. Avant d'éclairer, mes lampes sont des œuvres d'art. Du reste, comme je vous l'ai déjà signifié, chaque réalisation est une pièce unique signée. Dans cette optique, je ne fais pas qu'apporter de la lumière aux gens pour éclairer leur environnement. J'éclaire aussi leur esprit, en essayant, au travers de mes créations, de les sensibiliser à l'art. En fait, apporter de la lumière est une vraie mission dans ma vie. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans, en éclairant l'esprit d'étudiants, en bachelor et en master, grâce aux cours de sémiotique que je leur enseignais. J'ai enseigné partout. J'ai enseigné à l'INSEE, j'ai enseigné à l'UT de l'avenue Versailles, j'ai enseigné à l'ISCPA. Donc l'enseignement est une vraie vocation. J'expliquais à mes étudiants comment codifier un message publicitaire pour lever des freins et provoquer des stimuli. Pour faire simple, c'est pas par hasard que Charlize Theron, pendant des années, s'est baigné dans l'or. En adorant le dieu or, Charlize Theron pouvait ainsi passer de sa condition de mortel, jade, à celle de divinité or. Faut pas oublier qu'on n'est que de passage sur cette terre. On est là pour servir de lien entre ce qui a été et ce qui sera. Éclairer aussi bien l'intérieur des gens par mes créations que leur esprit, en leur apportant la lumière, et effectivement, comme vous le dites au départ, une philosophie. Vous venez de publier un nouveau livre. Pouvez-vous nous en parler? Quelles émotions ou messages souhaitez-vous transmettre à travers ce livre qui complète si bien votre création artistique? En fait, ce nouveau livre est mon 4e. En 2017, suite au décès de mon père, avec qui j'étais quasi fusionnel, j'ai besoin d'exorciser la douleur qui était en moi, une espèce de cancer intérieur, et j'ai donc publié aux éditions de l'Unicité Le Vide. Ce livre, comme vous le voyez sur la couverture, qui est quasiment une pierre tombale, est un récit sur l'acceptation du deuil et la reconstruction. En 2018, à la demande de mes étudiants, car j'étais pendant 30 ans prof de sémiotique, comme je l'ai précisé précédemment, donc sur leur demande pressante d'un ouvrage reprenant le contenu de ce que je leur disais en cours, j'ai publié Les petits secrets de la communication par le verbe et par l'image. C'est un guide pratique qui reprend tous les codes de la sémiotique. Donc je parle du code couleur, je parle des choix typographiques, je parle de la mise en page, je parle de la symbolique des nombres, etc., etc. En 2019, j'ai fait une première collaboration avec Sylvain Ruffier, que vous avez reçu récemment dans votre émission, et c'était à l'occasion d'une exposition de mes sculptures lumineuses et de ses photographies à l'hôtel Sofitel rue Boissy-d'Anglas. Cela s'appelait Fil rouge. Pourquoi fil rouge? Parce que dans toutes les photos qui sont à l'intérieur de ce livre d'art, le lien, le conducteur, le fédérateur est le rouge. Et Fil rouge est un livre sur Paris avec 3 parties. Paris, capitale de la mode, Paris, capitale de
l'art, Paris, capitale de l'amour. Dans ce livre, en fait, j'ai mis mes mots sur les photos de Sylvain. Et là, mon nouveau livre s'appelle « L'amour en lettres ». Et dans « L'amour en lettres », c'est exactement l'inverse. C'est Sylvain qui a mis ses photos sur mes lettres. Au départ, j'avais absolument pas la prétention de faire un livre. Tout est né de ma boutique parce qu'en 2025, Métal d'Alcôve fêtait ses 25 ans. Je voulais organiser un grand événement en invitant énormément de gens, faire la fête. Bon. Malheureusement, le 29 janvier, j'ai chuté dans les escaliers d'accès à ma cave et je me suis fracturé la malléole externe à la jambe droite. Donc j'ai dû abandonner tous mes projets de grande fête. Néanmoins, je ne voulais pas passer ce quart de siècle sans faire quelque chose. Et par hasard, en me promenant de l'autre côté de la butte Montmartre, j'ai découvert un endroit idyllique qui s'appelle le mur des Je t'aime, où les gens du monde entier viennent inscrire leur message d'amour. Et ce mur des Je t'aime célébrait aussi ses 25 ans. J'ai donc eu l'idée de créer un grand concours destiné à tous mes followers sous l'appellation 25 ans d'amour. Pendant 25 jours, j'ai demandé à mes followers de m'envoyer leur plus belle lettre d'amour. Chaque jour, je faisais paraître une lettre d'amour et au terme de cette période, j'ai demandé donc à mes followers de voter parmi ces 25 lettres leur préférée. Le premier prix remportait un atelier de décorathérapie, le second prix une lampe et le troisième prix un porte-clés. Et je suis très fier de mes porte-clés. Il faut que je vous les montre parce que ça aussi c'est une vraie histoire. Ça, c'est le tout premier porte-clés que j'ai créé. Je l'ai créé en 2023 suite à la mort subite de ma mère qui a été un véritable choc émotionnel. Et j'étais tellement estomaqué et tellement pris de court que j'ai voulu faire quelque chose pour elle. Et je me suis dit, il faut que j'ouvre les portes du paradis à ma mère. Et j'ai donc créé le porte-clés, elle s'appelait Flore. Et donc là, ça forme comme une fleur. Le violet qui est évidemment la couleur de la religion, de l'église, de la foi et de l'ésotérisme. Et donc ce porte-clés qui a été le premier a été celui, vous le voyez, de toute une série où je fais souvent appel Flore, le parfum, la fleur, et je récupère souvent des éléments en provenance de la parfumerie. Ici, on reconnaîtra bien évidemment le bouchon de Dior J'adore. Ici, c'est un élément de Guerlain. Ici, on retrouve les jambes de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Ici, on retrouve la couronne de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Tout ça pour vous dire que, effectivement, l'amour en lettres, ce sont des lettres d'amour issues de ce concours. Comme j'ai eu du mal à obtenir les premières, j'en ai écrit un certain nombre moi-même. Et au terme de ce concours, Sylvain me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un livre de toutes les lettres que tu as écrites ?» Et voilà comment est né l'amour en lettres. Et je trouve que c'est très important, au jour d'aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus violent, dans un monde qui est de plus en plus insécure, de véhiculer un message comme l'amour. Et je suis très fier de ce projet, l'amour en lettres. En regardant votre carrière, quel moment ou quelle étape vous rend particulièrement fier? Pour être complètement honnête avec vous, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir toujours cru en moi et suivi mes intuitions. Enseignant, styliste, concepteur-rédacteur, auteur-scénariste, designer, peu importe l'activité. L'essentiel, c'est de la faire avec plaisir. On ne peut pas aller tous les jours travailler si on y va à contre-cœur. En tout cas, moi, je ne le peux pas. Et passion. Je suis fier de tout ce que j'ai fait, de tous les projets dans lesquels j'ai cru. Peu importe qu'ils se soient soldés par une réussite ou un échec. L'important, c'est d'essayer, pour ne rien avoir à regretter. Pour ça, il faut bien évidemment, pour vivre pleinement, je veux dire, être dans le ici et maintenant. Ne pas vivre dans le passé, qui vous bloque par les remords et les regrets.
Ne pas être dans le futur et des objectifs que vous n'atteindrez peut-être jamais. Ici et maintenant. C'est là où se passe la vie pleinement. Voilà pourquoi, bien évidemment, ce qui me rend le plus fier, c'est toujours ma dernière création. Jusqu'à la prochaine. Quels sont vos prochains projets artistiques ou autres? Quand j'ai arrêté l'enseignement en 2021, je me suis retrouvé du jour au lendemain très seul. Tous les ans, en enseignant dans différents établissements scolaires, j'étais entouré de jeunesse, d'étudiants. Et ça vous permet d'éviter de vieillir, ça vous remet en question, ça vous active les neurones. Et au-delà de la perte de ce lien social, j'ai surtout perdu cette faculté à transmettre. Et j'ai commencé à sentir ma lumière intérieure s'étioler. Et Dieu sait si pour moi, vous le voyez au travers de mes créations, la lumière est vitale. J'ai donc eu l'idée de continuer la transmission. Non plus en enseignant la sémiotique, mais en enseignant ce que je fais depuis toujours. La création, les techniques de montage, les techniques d'assemblage. Et voilà comment j'ai l'idée de créer la décorathérapie. La décorathérapie, c'est quoi? Mettez en lumière votre richesse intérieure. Permettre à chacun, sur 7 milliards d'individus, non seulement d'obtenir une pièce unique, bien évidemment, mais que cette pièce unique soit le fruit de sa propre création et de ses facultés manuelles. Alors évidemment, certaines personnes vont être très à l'aise parce qu'elles sont un peu plus initiées au bricolage que d'autres. Mais celles qui ne le sont pas, ce n'est pas un problème, parce que je peux moi-même, bien évidemment, créer à leur place. Le but est d'arriver à matérialiser ce qu'ils ont en tête. Il n'y a rien de plus valorisant dans la vie que d'avoir une idée et de pouvoir la concrétiser. Voilà pourquoi, au travers de la décorathérapie, je mets à disposition des gens qui viennent me voir mes matières premières, bien évidemment, mais pas que. Je mets aussi à disposition mes machines, la meuleuse, la perceuse, les scies, les bancs. Là, de toute manière, vous êtes dans le secret des secrets de l'alcôve, c'est-à-dire l'endroit où tout se crée, où tout se transforme, où tout se métamorphose. Et donc, la décorathérapie est effectivement, au jour d'aujourd'hui, mon projet d'avenir afin de faire partager au plus grand nombre mon amour du beau et de la création. Enfin, si vous deviez résumer votre univers artistique et littéraire en 3 mots, lesquels choisirez-vous? Waouh, ça c'est une question qui n'est pas facile. 3 mots alors que j'en ai des centaines qui me viennent à l'esprit. Je dirais peut-être en premier témoignage. Voilà. Nous sommes tous des témoins de notre époque, donc témoignage bien sûr. Mes lampes sont les témoins de leur environnement. Donc premier mot, témoignage. Deuxième mot, la mémoire. Ce n'est pas pour rien si je travaille avec des matériaux auxquels je redonne une fonction. Donc j'entretiens la mémoire de l'objet. C'est pour ça que mes objets ont toujours des imperfections. Il y a une matité, il faut une... Et le troisième mot, l'authenticité. La mémoire est liée à l'authenticité. Donc pour répondre à votre question, mes 3 mots seraient effectivement témoignage, mémoire, authenticité. Monsieur Katz, merci beaucoup pour ce exclusif interview, puis je vous souhaite encore une bonne semaine. À bientôt. Merci à vous, Sarah. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans mon univers et de vous faire partager ma passion pour le design, la création et surtout avant tout, la pièce unique et l'être humain. Parce que bien évidemment, chaque être humain est unique. Merci encore et comme disent les Indiens, Namasté.